La nuit de Noël, 1867. Partout en Charente-Maritime, les voisins chantèrent des cantiques et se rassemblaient autour du feu, convaincus qu'il ne s'agissait que d'une simple soirée de célébration. Mais à l'intérieur des couloirs de marbre du domaine de la Rivière, quelque chose de bien plus sombre était en train de se produire. Avant l'aube, 4 des hommes les plus puissants du département, le commandant et ses 3 fils, seraient retrouvés morts, leur empire réduit au silence, leur table de banquet transformée en une scène de carnage si atroce que les survivants refusèrent d'en parler pendant des décennies. Les détails ressemblent à un cauchemar, et pourtant ils sont conservés dans les archives, les journaux intimes et les témoignages murmurés. Des témoins affirment que les cris résonnaient à travers les rizières, mêlés à l'odeur de fumée et de graisse brûlante. Certains disaient que le manoir brillait comme un bûcher funéraire. D'autres juraient avoir vu une silhouette solitaire disparaître dans le brouillard, pour ne jamais revenir. Ce que les étrangers ignoraient, c'est qu'il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'une attaque aléatoire. C'était l'aboutissement d'années de cruauté, de mensonges, et d'une promesse si cruellement rompue que la vengeance en était devenue inévitable. Au centre de tout cela, se trouvait une femme en qui la famille Delaroche avait plus confiance que quiconque. Une femme qui les servait chaque jour, qui étudiait chacune de leurs faiblesses et qui attendait en silence. Elle était censée être impuissante, invisible, une ombre dans leur cuisine. Et pourtant, elle devint l'architecte de leur chute, transformant les outils du service en armes de feu. 4 hommes morts, une maison à jamais maudite, et une femme qui partit, disparaissant dans l'histoire sous un autre nom, tandis que sa légende se perpétuait dans les murmures, la cuisinière qui fit bouillir Noël. Ce n'est pas du folklore, les documents existent, les témoignages sont réels. Et plus on plonge dans cette histoire, plus on comprend. En 1867, la justice ne venait pas des tribunaux ni des lois, elle venait du feu. Cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde, car une fois que vous entendrez comment une promesse trahie a déclenché l'acte de vengeance le plus brutal de l'histoire de la France d'après-guerre, vous ne l'oublierez jamais. Abonnez-vous maintenant, et dites-moi, si vous aviez vécu en Charente-Maritime cette nuit-là, auriez-vous cru à l'histoire de la cuisson de Noël, ou l'auriez-vous rejeté comme trop horrible pour être vrai? L'hiver 1867, dans les plaines humides de la Charente, n'était pas clément. Un brouillard épais montait des marais salants, enveloppant les grandes propriétés d'un froid moite qui s'infiltrait jusque dans les eaux et faisait gémir les cheminées. Le domaine de la Rivière, fief de la famille Delaroche, s'élevait au cœur de ce paysage, un domaine de plus de 800 hectares qui symbolisait à la fois la grandeur aristocratique du sud-ouest français et l'emprise persistante de l'esclavage, même après l'abolition. Les visiteurs s'émerveillaient devant son imposante demeure de style néoclassique. Des murs blanchis à la chaux s'élevant sur 3 étages, de larges vérandas soutenues par des colonnes cannelées et des cheminées en briques fumant sans répit pendant les mois d'hiver. Mais pour ceux qui y vivaient et y travaillaient dans l'ombre, ce n'était pas un havre de raffinement, c'était une forteresse de cruauté. Les registres communaux la décrivent comme une maison fière d'ordre et de discipline, mais les récits oraux recueillis près de 70 ans plus tard la qualifieraient plutôt de « lieu où les cris se dissolvaient dans les marais la nuit ». L'homme qui régnait sur cet empire était le commandant Théodore Delaroche, un veuf de 52 ans dont la réputation s'étendait des salons de La Rochelle jusqu'au couloir de l'Assemblée départementale. Mesurant près d'1,90 m, les épaules droites comme au temps de son service dans la cavalerie impériale, il se tenait avec la même rigidité qu'il exigeait de ceux qui lui étaient soumis. Sa barbe soigneusement taillée grisonnait sur les bords, ses yeux perçants comme ceux d'un faucon, et il était rarement vu sans sa canne, un bâton en bois de noyer poli avec une pointe en laiton, qu'il utilisait autant pour frapper le dos des domestiques que pour appuyer sa démarche. Le courrier de La Rochelle l'avait un jour salué comme un pilier inflexible de la tradition provinciale, tandis que les anciens serfs libérés murmuraient une autre description. Un homme qui ne souriait que lorsque quelqu'un d'autre souffrait. Ses 3 fils lui ressemblaient, tant physiquement que par leur tempérament, bien que chacun portât sa cruauté sous une forme différente. Antoine, l'aîné, âgé de 28 ans, portait des redingotes importées et des bottes cirées, parlant déjà de carrière politique et de projets ferroviaires. Derrière son charme se cachait une ambition froide, du genre à peser des vies humaines comme des lignes de compte. Charles, 25 ans, avait hérité de la rigueur glaciale de son père. Les voisins notèrent son calme, mais les domestiques le décrivaient comme le plus dangereux, méthodique dans les punitions,
tenant un registre en cuir dans lequel il consignait chaque amende et chaque coup de fouet, rangé à clé dans sa chambre. Jean, le plus jeune à 22 ans, était imprudent, accro à l'alcool et aux jeux de dés, connu pour organiser des combats de chiens dans les écuries. Ensemble, les frères formaient un triumvirat d'arrogance, formé aux méthodes de domination paternelle, impatients de prouver qu'ils étaient dignes héritiers du domaine de la rivière. Aux yeux du monde extérieur, la famille Delaroche incarnait la résilience de l'aristocratie provinciale après la guerre. Ils recevaient curés, notables et juges, leurs tables toujours chargées d'oies rôties, d'huîtres et d'eau-de-vie venus de Bordeaux. Les invités louaient leur courtoisie, admiraient la bibliothèque de la demeure, les sols en marbre poli, et s'étonnaient que tant d'ordre règne encore dans une époque de bouleversement. Mais derrière cette façade, dissimulée dans les registres du domaine et les souvenirs murmurés conservés par la Société historique de La Rochelle, se cachait une autre vérité. La maison de La Roche était un théâtre de cruauté, où la discipline flirtait avec le sadisme, et où l'honneur familial se maintenait à coups de terreur calculée. Ce qu'aucun visiteur n'aurait pu deviner, et ce que même la famille n'imaginait pas, c'est que dans les murs mêmes de leur cuisine, les graines d'une vengeance catastrophique étaient déjà en train de germer, semées par quelqu'un qu'ils croyaient impuissant, mais qui voyait tout et n'oubliait rien. Au printemps 1865, alors que l'Empire venait de s'effondrer et que les troupes républicaines se retiraient peu à peu de l'Ouest, le domaine de la rivière accueillit une nouvelle résidente qui allait, en silence, changer le cours de son histoire. Elle s'appelait Marie, une femme de 30 ans achetée à La Rochelle, pour ce que les registres de succession de saintes décrivent comme une somme notable et inhabituelle. Contrairement aux ouvrières des champs, dont la valeur était mesurée par leur endurance, Marie avait été achetée pour ses compétences culinaires rares. Les marchands la vantaient comme formée dans les cuisines de Bordeaux, et les rumeurs parmi les domestiques disaient que ses plats pouvaient satisfaire les palais des plus hauts dignitaires. Pour la famille de La Roche, qui s'efforçait de maintenir l'apparence de leur autorité dans un monde en ruine, Marie était à la fois une nécessité et un trophée, la preuve que leur maison restait un bastion de raffinement, même alors que le sud-ouest sombrait dans la reconstruction. L'apparence de Marie frappait les gens comme à la fois ordinaire et troublante. Grande, avec une posture droite qui défiait des années de servitude, elle avait des pommettes saillantes et des yeux sombres qui semblaient observer chaque détail alentour. Le journal de La Rochelle publia un jour une annonce de vente, la décrivant comme une femme sérieuse et compétente de 30 ans, experte dans le saindoux, l'assaisonnement du poisson et les infusions d'herbes. Derrière ces mots froids se cachait toute une vie d'expérience. Des femmes qui l'avaient élevée, elle avait hérité non seulement des recettes, mais aussi du savoir chuchoter sur les plantes, celles qui soignent, apaisent ou détruisent. Autour des feux de cuisine et des marmites bouillonnantes, elle avait appris comment la chaleur transforme la matière, comment le temps fait d'un mets un remède ou un poison. Ce que la famille de La Roche considérait comme un simple savoir domestique était en réalité une science de survie que Marie conservait en elle comme une armurerie invisible. Ses premiers mois au domaine de la rivière furent marqués par une obéissance discrète qui trompa presque tout le monde. Elle préparait des repas somptueux pour les juges de passage, les propriétaires terriens et les anciens officiers impériaux, ses mains s'activant avec une précision presque militaire pour arroser les viandes, pétrir le pain et remuer les chaudrons de graisse en fusion. Les invités complimentèrent le commandant sur le raffinement des plats, sans jamais adresser un mot à celle qui les avait créés. Et pourtant, Marie observait tout. Elle voyait Antoine dérober des confiseries avant le dîner, Charles arpentait la salle à manger avec son registre en main, Jean titubait en rentrant, imprégné de whisky, et le commandant se détendre après son brandy du soir. Chaque détail était enregistré, non pas sur papier, mais dans la mémoire inflexible de Marie. Pour elle, chaque dîner n'était pas qu'un travail, c'était une étude de leurs habitudes, de leurs faiblesses, de leurs schémas. Mais sous cette soumission apparente, la présence de Marie perturbait lentement les rythmes de la maison, sans que les hommes de La Roche ne s'en rendent compte. Le commandant se vantait auprès de ses visiteurs de son investissement dans une cuisinière si talentueuse, écrivant dans une lettre conservée aux archives de La Rochelle que « Notre table n'a jamais autant brillé, elle vaut chaque sou dépensé ». Ce qu'il n'aurait jamais soupçonné, c'est que le silence de Marie cachait une intelligence acérée, qui pesait chaque promesse, chaque cruauté, chaque rire lancé aux dépens des autres. Dans sa nouvelle forteresse culinaire, entourée de chaudrons en fer, de louches aiguisées et de pots de graisse fondue,
Marie s'était retrouvée en possession d'outils capables de nourrir ou de détruire. Ce que la famille de la Roche croyait être leur plus grande acquisition était, en vérité, l'arrivée de leur chute. Mais il faudrait 2 années avant que cette vérité n'explose dans les flammes. À l'hiver 1866, l'apparence de raffinement que le domaine de la rivière projetait aux yeux des voisins s'était déjà effondrée aux yeux de Marie. De l'extérieur, les visiteurs voyaient encore la grandeur. La lumière vacillante des lampes à gaz derrière les rideaux de dentelle, les sols brillants illuminés par les chandelles, et le piano du salon emplissant l'air de cantiques. Mais Marie, travaillant dans la chaleur étouffante de la cuisine, entendait d'autres sons, ceux qu'aucun invité n'entendait jamais, des sanglots étouffés venant des dépendances, le sifflement du cuir contre la chair, et le bruit sourd de bottes traînant un corps à travers la cour. Ce qui apparaissait comme de la discipline, aux yeux du monde extérieur, n'était en réalité qu'un terrorisme ritualisé, orchestré par une famille qui faisait de la cruauté une tradition autant qu'un divertissement. C'est dans ce climat que l'observation silencieuse de Marie s'assombrit encore davantage. Elle comprit que ses maîtres ne se contentaient pas de punir. Ils prenaient plaisir à voir souffrir. L'exemple le plus marquant eut lieu un soir de novembre, lorsqu'un garçon de 15 ans nommé Jimmy commit une erreur si minime qu'elle n'aurait dû valoir qu'un simple reproche. Il laissa tomber une caisse de verres en cristal dans la cour, le bruit des éclats retentissant dans l'air glacial comme une salve de fusil. Le commandant surgit presque aussitôt, sa canne en main, suivi de ses 3 fils comme une meute de chiens de chasse. Selon un témoignage plus tard consigné dans les rapports du bureau des affranchis, Jimmy fut traîné jusqu'à la fumerie et attaché à un poteau. Marie, à qui l'on ordonna de poursuivre la préparation du souper, apercevait la scène à travers l'embrasure de la porte, tandis que le corps du garçon était exposé à la nuit glaciale. L'odeur de résine de pain brûlant dans l'âtre se mêlait à la morsure du vent, créant une scène grotesque digne d'un rituel. La punition se déroula avec une précision qui révélait sa véritable nature. Le commandant arpentait les lieux comme un général inspectant ses troupes, aboyant des ordres entre les coups. Antoine s'adossait au mur, un sourire en coin, savourant la leçon. Charles, fidèle à lui-même, sortit un petit carnet de sa poche et prit des notes, calculant les amendes et consignant les coûts comme un commerçant fait l'inventaire de ses marchandises. Jean, déjà titubant sous l'effet de l'alcool, s'accroupit dans la poussière, lançant des dés et riant chaque fois que Jimmy hurlait. Des témoins jurèrent plus tard que les cris du garçon s'entendaient jusqu'aux rizières, couvrant le chant des cigales et le sifflement du vent à travers les cyprès. Lorsque le corps de Jimmy s'effondra, inerte contre le poteau, les hommes de la Roche retournèrent vers le manoir, sans un mot, reprenant leur dîner d'oies rôties et de patates douces, confites comme si de rien n'était. Pour Marie, cette nuit-là fut un tournant. Elle avait déjà connu le fouet, assisté à la cruauté, perdu des êtres chers. Mais la mort de Jimmy n'était pas une punition. C'était un spectacle, affûté en rituel, absorbé par des fils qui le traitaient comme un héritage. À cet instant, Marie comprit quelque chose de glaçant. La famille de la Roche ne punissait pas pour contrôler. Elle punissait parce que cela lui procurait du plaisir. Elle retourna en cuisine, le visage impassible, les mains stables alors qu'elle remuait le ragoût du commandant. Mais dans son silence, un feu nouveau s'était allumé. Elle regarda le saindoux bouillir, les louches affûtées, les lourds chaudrons, et comprit qu'elle vivait au cœur d'une armurerie déguisée en cuisine. Cette nuit-là, lorsqu'elle s'allongea enfin dans ses quartiers, elle entendait encore le dernier souffle de Jimmy résonner dans ses oreilles. Ce que les hommes de la Roche n'avaient jamais compris, c'est qu'en tuant le garçon, ils avaient aussi anéanti toute chance de garder leur cuisinière obéissante à jamais. À l'approche de Noël 1867, le domaine de la rivière se préparait à briller de 1000 feux. Le brouillard des marais rampait au ras du sol, enveloppant les champs d'un voile fantomatique, tandis que les domestiques découpaient du houx et des branches de pin pour décorer la demeure sur ordre du commandant. La grande salle à manger étincelait d'argenterie polie, de candélabres et de vins importés, une démonstration provocante de richesse dans un sud-ouest encore en ruine sous l'après-guerre. C'est durant cette saison d'apparat que le commandant Théodore de la Roche prit une décision calculée, une décision qui allait sceller le destin de chaque âme vivant sous son toit. D'après une entrée dans son propre registre, conservé aux archives de Saintes, il confia avec fierté à son régisseur: « La promesse de la liberté est souvent plus rentable que la liberté elle-même. » Sa cible, Marie, la cuisinière devenue indispensable à la maison. Le commandant livra cette promesse avec une théâtralité mesurée. À la lueur du salon, un verre de brandy à la main,
Il annonça à Marie que sa loyauté et ses talents seraient récompensés par un acte d'affranchissement, signé et scellé comme cadeau de Noël. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. La liberté, ce mot portait un poids si lourd qu'il faillit lui faire plier les genoux. Les registres du recensement et les récits oraux suggèrent que l'attitude de Marie changea radicalement dans les semaines qui suivirent. Elle fredonnait en remuant ses marmites, polissait l'argenterie de la famille avec un soin méticuleux et s'investissait dans ses tâches avec une ferveur nouvelle. Pour elle, le rêve semblait à portée de main, des papiers qui feraient d'elle une femme libre, capable de tracer sa propre voie après des années d'enchaînement. La famille de La Roche confondit son espoir avec de l'obéissance. Lors des repas, ils ricanaient en sirotant leur brandy, se moquant entre eux de la facilité avec laquelle on doublait la productivité d'une servante en agitant la promesse de la liberté. Antoine déclara à des invités dans une taverne de La Rochelle, comme le rapporte le journal intime du marchand Thomas Brossard, que leur cuisinière travaillait comme si les anges eux-mêmes lui avaient promis le paradis. Charles, toujours aussi méthodique, calculait en silence combien de profits supplémentaires son labeur rapporterait pendant la saison des fêtes, et Jean, ivre comme toujours, riait à l'idée qu'elle pleurerait comme une enfant quand la supercherie serait révélée. La cruauté de ce stratagème ne résidait pas seulement dans la tromperie, mais dans le plaisir malsain qu'il prenait à imaginer sa déception. Pour Marie, chaque oiseau rôti et chaque jambon laqué portait en lui un fil fragile d'espérance. Elle rêvait d'une vie au-delà de la rivière, de matins sans ordres hurlés, de marchés où elle marcherait librement, de papiers qu'elle tiendrait entre ses mains avec son nom écrit à l'encre. Et pourtant, même tandis qu'elle préparait le festin de Noël avec une anticipation tremblante, des bribes de conversation commencèrent à lui parvenir, des murmures imprudents sur les véritables intentions du commandant, un toast moqueur échangé entre ses fils. Bien qu'elle n'en connût pas encore toute l'ampleur, quelque chose en elle s'alarma. L'espoir était vivant, mais le doute l'était aussi. Et dans cet équilibre instable, les premières étincelles de vengeance commencèrent à luire doucement. 3 nuits avant Noël, le rêve fragile de liberté de Marie commença à se désagréger. Une tempête hivernale avait laissé de la pluie verglaçante frapper les volets du manoir. Les couloirs n'étaient éclairés que par la lumière tremblante des lampes à huile. Chargée de débarrasser les assiettes du dîner, Marie avançait silencieusement dans les ombres de la salle à manger, son tablier effleurant le bois poli de la grande table. De l'autre côté de l'embrasure, elle perçut de faibles murmures ponctués de rires étouffés. Elle s'immobilisa, tendant l'oreille, son nom tombant de la bouche d'Antoine comme un secret qui ne lui était pas destiné. Ce qu'elle entendit ensuite la figea sur place et s'imprima dans sa mémoire pour le reste de sa vie. La voix du commandant fut la première, calme mais tranchante, déclarant à ses fils que l'affranchissement promis à Marie n'était qu'un leurre, un moyen de la faire avancer comme une bête jusqu'à la fin de la saison. Charles, fidèle à son rôle de comptable, ajouta qu'il pourrait la revendre à bon prix en Guyane après les fêtes, où certaines exploitations utilisaient encore d'anciennes méthodes avec une efficacité brutale. Jean éclata de rire, se moquant de ces esclaves qui croient aux cadeaux de Noël. Le feu crépitait alors que leurs verres s'entrechoquaient, scellant leur cruauté dans l'arrogance et le brandy. Selon le journal du pasteur Élie Mathieu, qui nota des récits murmurés par des domestiques des années plus tard, Marie resta figée dans le couloir, son corps tremblant non pas de froid, mais du poids de la trahison. Cette nuit-là, la promesse de liberté, autrefois brillante comme l'aurore, se changea en cendres. Marie retourna à ses quartiers, ses pas vacillants, le visage blême sous la lueur des lanternes. Des domestiques témoigneront plus tard qu'elle resta assise devant l'âtre sans mot dire, fixant les flammes avec un calme si étrange qu'il troubla ceux qui l'entouraient. L'un d'eux se souvint, elle ne pleurait pas, elle ne parlait pas. Elle avait juste l'air d'écouter des voix que nous ne pouvions pas entendre. La lumière du feu dansait dans ses yeux, reflétant non pas le désespoir, mais quelque chose de plus dur, plus tranchant, comme si une porte venait de se fermer dans son cœur, à jamais. À partir de ce moment, le silence de Marie devint plus dangereux que n'importe quelle révolte. En cuisine, ses gestes restèrent les mêmes, efficaces, précis, infaillibles, mais ceux qui l'observèrent de près remarquèrent une intensité nouvelle dans son regard. Elle astiquait les couteaux jusqu'à ce qu'ils brillent comme des miroirs, repositionnait les chaudrons en fonte avec soin et récupérait les restes de graisse avec une minutie inhabituelle. Pour les hommes de La Roche, rien ne semblait changer. Ils prenaient à son calme pour de la soumission. Mais pour ceux qui la voyaient vraiment, il y avait une transformation impossible à ignorer.
Marie ne bougeait plus comme une servante, attendant qu'on lui accorde la liberté. Elle bougeait comme une femme prête à la prendre de force, avec les mêmes outils qu'elle avait autrefois utilisés pour nourrir ses maîtres. Et bien que la famille ait ri ce soir-là, trinquant à sa naïveté, elle avait sans le savoir signé son propre arrêt de mort. Dès l'instant où Marie entendit la trahison, chaque mouvement dans la cuisine du domaine de la rivière devint délibéré, calculé, comme si elle chorégraphiait une scène que personne d'autre ne pouvait voir. Aux yeux des visiteurs, elle semblait inchangée, discrète, appliquée, toujours une longueur d'avance sur les besoins de ses maîtres, mais derrière ce masque paisible, elle construisait quelque chose de bien plus dangereux. La cuisine, jadis lieu de servitude, se révéla alors comme un arsenal. 3 grands chaudrons en fonte dominaient l'âtre, leur ventre noir capable de contenir des litres de graisse bouillante. Couteaux, louches, crochets et tisonniers l'entouraient. Des outils qui, entre de mauvaises mains, ou les bonnes, pouvaient devenir des armes. Marie commença à les réorganiser discrètement. Une marmite tournée dans un angle précis, une louche affûtée jusqu'à couper, des pots de graisse dissimulés près du foyer pour rester à portée de main. Elle étudia les habitudes des hommes de la Roche avec l'œil d'une stratège. Le commandant prenait toujours un verre de brandy avant le dîner, relâchant sa vigilance tandis que l'arôme d'oie rôti et de cidre épicé emplissait l'air. Antoine traînait souvent près de l'âtre, chipant des morceaux avant la bénédiction. Charles, rigide et méthodique, restait concentré sur ses comptes jusqu'à ce que les plats soient servis. Jean, le plus jeune, arrivait souvent en retard, titubant, ses bottes traînant de la boue sur les sols polis. Marie mémorisa ses habitudes avec précision, les gravant dans sa mémoire comme on étudie un champ de bataille. Chaque détail devenait une variable de son calcul, garantissant que lorsque le moment viendrait, aucun geste ne faillirait. Ses préparatifs s'étendirent sur plusieurs jours, dissimulés à la vue de tous. Elle collectait les résidus de graisse de porc et les faisait fondre en sein doux, remuant lentement jusqu'à obtenir la consistance exacte qu'elle recherchait. Des témoins se souvinrent plus tard qu'elle travaillait plus tard que d'habitude, fredonnant doucement en versant le liquide brûlant dans des pots de terre cuite, son expression calme, son regard fixé. Selon un témoignage transmis par Ruth, une affranchie qui avait autrefois travaillé à ses côtés, Marie murmurait à voix basse « Le feu qui les nourrit me libérera ». Personne ne questionna son zèle. Après tout, le banquet de Noël exigeait toujours plus d'efforts que n'importe quel autre jour de l'année. Mais chaque pot de sein doux, chaque louche aiguisée, chaque braise ravivée faisait partie d'un dessein invisible pour les hommes qu'elle servait. Au matin du 24 décembre, le plan était prêt. Le manoir fourmillait de préparatifs. Les domestiques astiquaient l'argenterie, accrochaient les couronnes de houx et transportèrent des caisses de vin dans la salle à manger. De l'extérieur, la rivière brillait comme un phare de prospérité, ses fenêtres illuminées défiant le brouillard qui montait des marais. Mais à l'intérieur de la cuisine, l'air était plus chaud que d'ordinaire. Le feu brûlait avec une intensité qui semblait pressentir ce qui allait arriver. Les mains de Marie bougeaient avec régularité, tandis qu'elle arrosait les rôtis et remuait les sauces. Mais son esprit ne songeait plus au papier de liberté. Il était fixé sur les chaudrons, bouillonnant à petits bouillons, leur contenu scintillant comme du métal fondu. Ce que la famille de la Roche croyait être le cœur de leur célébration était, en vérité, la scène que Marie avait patiemment construite pour leur chute. La nuit de Noël 1867 débuta sous les cantiques portés par le vent du sud-ouest et le reflet des lanternes sur les marécages. À l'intérieur du domaine de la rivière, pourtant, l'air était dense, chargé de chaleur et d'une étrange tension. La salle à manger était prête pour l'apparat, argenterie polie, longues bougies vacillantes et des plats dignes des meilleurs banquets de La Rochelle. Les hommes de La Roche, vêtus de leurs plus beaux habits, emplissèrent la pièce de rire, trinquaient à un avenir qu'ils croyaient assuré. Pendant ce temps, dans la cuisine, Marie se tenait devant l'âtre, le visage calme, les mains stables, remuant les chaudrons de sein doux en fusion. Pour quiconque la regardait, c'était simplement la perfection de son métier. Pourtant, dans son silence, le moment qu'elle avait mûri pendant des mois prenait enfin forme. Le premier geste survint lorsque le commandant se leva de sa chaise pour réclamer un autre verre de brandy. Marie s'avança avec la précision d'un soldat sous ordre. En un mouvement rapide, maîtrisé, elle inclina le chaudron, laissant couler la graisse bouillante sur sa poitrine et son visage. Le son fut atroce, un sifflement suivi d'un hurlement si bestial qu'il fit vibrer les lustres. Selon une histoire orale conservée dans les récits des anciens esclaves collectés par la commission départementale, le cri du commandant,
résonna comme celui d'une bête blessée dans toute la campagne. Il s'effondra, son autorité et son arrogance fondues en un instant, sa peau boursouflée, brûlée, alors qu'il se tordait sur le sol de marbre. Antoine bondit vers elle, mais Marie bougeait déjà avec une clarté terrifiante. Un deuxième chaudron, chauffé et prêt, fut renversé sur ses épaules, les flammes s'accrochant à son gilet alors qu'il tombait sur la table. Les bougies chutèrent, le vin se répandit comme du sang sur la nappe blanche, et la pièce sombra dans le chaos. Charles, fidèle à son habitude, tenta de saisir un couteau à découper, mais Marie le devança. Dans un geste décrit des décennies plus tard par la Gazette de La Rochelle, elle planta le tranchant affûté d'une louche dans son bras, avant de renverser le dernier chaudron, son contenu l'enveloppant instantanément. Les hurlements des deux frères se mêlèrent à l'odeur de graisse brûlée et de chair calcinée, créant une scène qu'aucun salon bourgeois n'aurait pu imaginer. Jean, le Benjamin, tenta de fuir. Ses bottes glissèrent sur le sol imbibé de graisse alors qu'il courait vers les portes de la véranda, ses cris d'ivrogne noyés dans le rugissement des flammes et la puanteur étouffante qui emplissait la pièce. Mais Marie n'était pas disposée à laisser l'un d'eux s'échapper. Portée par des années de rage refoulée, elle le tira en arrière jusque dans la salle. Il la supplia, griffant ses bras, implorant sa pitié, mais il n'en reçut aucune. Lorsque la dernière bougie s'éteignit et que la fumée s'accrocha aux poutres du plafond, les 4 hommes de la Roche gisaient, brisés, sur le sol de leur propre salle à manger. Dehors, les voisins chantaient encore des cantiques, inconscients que l'empire de la rivière venait d'être détruit, non par une armée, ni par la loi, mais par les mains d'une femme qu'ils avaient tous ignorée. Au lendemain du massacre, le domaine de la rivière tomba dans un silence si dense qu'il semblait surnaturel. La grande salle à manger empestait la graisse et la fumée, son sol en marbre glissant de sang et de suif. Mais tandis que les hommes de la Roche gisaient morts, Marie, elle, ne perdit pas une seconde. Elle retira son tablier souillé, se rinça les bras dans une bassine, et traversa d'un pas rapide le couloir des domestiques vers l'arrière du manoir. Selon des récits ultérieurs conservés dans la chronique abolitionniste de Lydia Harpin en 1874, un seul domestique l'aurait aperçu cette nuit-là. Sa silhouette encadrée par la lumière d'une lanterne près des écuries, marchant avec des pas calmes et délibérés, comme si rien ne pouvait la faire revenir en arrière. Sa fuite avait été méticuleusement préparée. Pendant des mois, Marie avait mémorisé les horaires des marchands et des voituriers qui longeaient les routes côtières. Elle savait quels chemins étaient surveillés par les patrouilles et lesquels avaient été oubliés dans le chaos de la reconstruction. À l'aube, elle avait atteint la rive de la Seudre, où, selon des témoignages recueillis plus tard par des affranchis, elle soudoya un charretier avec des cuillères d'argent prises dans le garde-manger de la rivière. L'homme la décrivit simplement comme une femme grande, vêtue de noir comme une veuve, le visage dissimulé sous un bonnet. Avec des papiers falsifiés cachés dans sa cape, probablement préparés avec l'aide d'affranchis lettrés de Royan, Marie disparut dans le brouillard, quittant le domaine pour toujours. Bordeaux offrait à la fois le chaos et l'anonymat. Le quartier Saint-Michel bourdonnait de familles noires libres, de marchands créoles et d'un tourbillon de musique et de marché où une nouvelle identité pouvait se fondre sans mal. Les registres paroissiaux de 1868 mentionnent une Marie Joannet, âgée de 32 ans, arrivée en ville et trouvant du travail comme cuisinière dans des pensions situées le long de la rue Sainte-Catherine. Ses talents la firent rapidement remarquer, et en moins de 4 ans, elle épousa Benjamin Joannet, un charpentier affranchi dont les revenus réguliers leur permirent de bâtir une modeste maison. Ensemble, ils eurent une fille, et les documents du recensement de 1875 les décrivent comme un foyer respectable, Marie n'y étant désignée que comme femme au foyer. Pour ses voisins, elle était discrète, appliquée, farouchement protectrice envers sa famille. Aucun ne soupçonnait qu'elle portait en elle le souvenir de 4 hommes dévorés par le feu et le gras. Pendant près de 40 ans, Marie vécut sous cette nouvelle identité, son passé effacé mais jamais vraiment enterré. Elle vit grandir sa fille, observa ses petits-enfants jouer dans les rues de Saint-Michel et cultiva une vie de dignité silencieuse. Et pourtant, les murmures persistaient. Selon une histoire orale recueillie dans les années 1930 par la Commission populaire de mémoire, des femmes âgées de Bordeaux parlaient d'une cuisinière qui avait brûlé ses maîtres vifs avant de fuir vers l'Aquitaine sous un autre nom. Il est difficile de savoir si ces enfants connurent un jour la vérité. Sa nécrologie dans le journal de la Gironde en 1906 ne la décrivait que comme une mère et épouse respectée. Mais pour ceux qui avaient un jour vécu dans l'ombre de la rivière,
Son histoire survécut comme une fumée qui refuse de se dissiper. Elle n'avait pas seulement échappé à l'esclavage, elle avait réécrit sa vie, passant de servante à matriarche, de propriété à légende. Le massacre de la rivière aurait pu être enterré avec les hommes de la Roche, mais les histoires comme celle-là refusent de mourir. En quelques jours, des murmures commencèrent à se propager dans toute la Charente. Des ouvriers agricoles qui travaillaient autrefois en silence transmirent des fragments du récit à la lueur des chandelles, un dîner de Noël transformé en boucherie, une cuisinière qui s'en alla pendant que ses maîtres hurlaient. Au printemps 1868, les rumeurs atteignirent les tavernes de La Rochelle et les marchés d'Angoulême. Certains rejetèrent l'histoire comme une fable destinée à effrayer les propriétaires pour qu'ils traitent mieux leurs ouvriers. Mais d'autres juraient avoir connu Jimmy, ou avoir vu les frères de La Roche vivant une semaine, puis disparus la suivante. Les récits oraux recueillis près de 70 ans plus tard par la Commission de mémoire populaire contenaient des détails si précis, description des chaudrons, odeur de graisse brûlée, que les historiens estiment qu'ils ne pouvaient venir que de ceux ayant vécu à portée d'oreille de la rivière. Pour les communautés affranchies et opprimées, Marie se transforma d'une femme en un symbole. Elle fut retenue non seulement comme la cuisinière de la rivière, mais comme la preuve vivante que les sans-pouvoir pouvaient transformer leur chaîne en armes. Des chansons transmirent sa mémoire, dissimulées sous des références bibliques. La femme aux mains de feu, celle qui fit bouillir le mensonge jusqu'à la cendre. Dans les cercles de prière et les réunions secrètes, son histoire servait à la fois d'inspiration et d'avertissement. Que même lorsque la justice est refusée par la loi, elle peut être saisie par d'autres moyens. L'historien Samuel Grégoire de l'Université de Poitiers a noté que la persistance de l'histoire de Marie démontre comment les récits de résistance ont nourri l'esprit des communautés en reconstruction, rappelant à tous que survivre signifiait parfois se venger. Parmi l'aristocratie blanche, l'histoire résonnait tout autrement. Les cuisines des domaines, autrefois perçues comme des lieux sûrs, devinrent des foyers de suspicion. Plusieurs familles de La Rochelle remplacèrent soudainement leur cuisinière après l'hiver 1867, redoutant un autre cas la rivière. Le journal de La Rochelle fit des allusions voilées à l'ébullition de Noël, employant un langage si codé que le lecteur distrait pouvait passer à côté. Mais les propriétaires comprenaient l'avertissement. Faire confiance à la loyauté des domestiques était une illusion dangereuse. Pour les pères de la famille de La Roche, l'acte de Marie devint un conte fantôme chuchoté à voix basse, un rappel cauchemardesque que la cruauté pouvait, un jour ou l'autre, revenir frapper à leur propre porte. Avec le temps, les faits et les mythes se brouillèrent. Marie avait-elle réellement réussi à disparaître sans encombre à Bordeaux, comme le suggèrent les registres, ou bien s'agissait-il d'un embellissement ultérieur destiné à la transformer en figure légendaire? Les descendants des De La Roche cherchèrent-ils à se venger, ou furent-ils trop brisés par le carnage pour poursuivre leur traque? Ces questions restent sans réponse, suspendues entre les archives et les rumeurs. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de Marie a survécu, alors que tant d'autres comme la sienne furent étouffées. Sa légende flotte encore dans l'air de la Charente-Maritime, moitié histoire, moitié hantise. Un rappel que même dans les coins les plus sombres de l'oppression, des étincelles de révolte pouvaient suffire à réduire des empires en cendres. L'histoire de Marie Jouanet, autrefois connue uniquement comme la cuisinière asservie du domaine de la rivière, ne peut être réduite à un simple acte de sang et de feu. En son cœur, elle est une collision entre cruauté et désespoir, un rappel de ce qui arrive lorsque la justice est niée à un point tel que la vengeance devient la seule langue encore parlée. Les hommes de La Roche se croyaient intouchables, protégés par leur richesse, leur statut et la loi. Pourtant, en une seule nuit, tout ce qu'ils avaient bâti s'effondra dans un brasier de leur propre fabrication. Ils ne moururent ni par les armes d'un gouvernement, ni par la révolte d'une armée, mais par les mains de celles qui avaient vécu dans leur ombre des années durant, apprenant leurs habitudes, mémorisant leurs faiblesses et attendant le moment où les rôles pourraient enfin être inversés. Ce qui rend cette affaire si troublante, ce n'est pas seulement la brutalité, c'est la précision. Marie n'agissait ni dans le chaos, ni dans la rage. Chaque détail de son plan portait la marque du calcul, le moment du repas, la préparation du saindoux, l'agencement même de la cuisine. Elle utilisa les outils mêmes qui servaient ses oppresseurs pour les anéantir. En ce sens, le domaine de la rivière devint la scène d'une inversion ultime du pouvoir, où la cuisinière dicta le sort des maîtres. Et quand le dernier cri s'éteignit, Marie s'éloigna, non seulement d'une maison en flammes, mais de l'identité qu'on lui avait imposée. Sa fuite vers Bordeaux,
dissimulée derrière des registres de recensement et des notices paroissiales, parle de quelque chose de plus grand que la survie. Elle nous montre la possibilité de la renaissance, celle d'une femme jadis réduite à l'état de bien, réécrivant son histoire dans un monde qui l'avait déjà condamnée. Pourtant, le silence de ces dernières années soulève des questions glaçantes. A-t-elle un jour confié son secret à son mari? Sa fille connaissait-elle la vérité de cette nuit sanglante qui acheta la liberté de sa mère? Ou bien Marie porta-t-elle cette mémoire seule, aussi silencieuse que la tombe, sachant que la prononcer à voix haute, c'était risquer tout ce qu'elle avait construit? Pour la communauté qu'elle laissa derrière elle, l'impact fut sismique. Le nom de la Roche sombra dans l'obscurité. Leur domaine finit par être avalé par les marais et par le temps. Mais la légende de l'ébullition de Noël survécut. Parmi les communautés noires de Charente-Maritime, Marie devint une héroïne murmurée. Son histoire répétée comme preuve que, même dans les heures les plus sombres, la résistance pouvait surgir des lieux les plus inattendus. Parmi l'élite blanche, elle devint un conte fantomatique, invoqué à voix basse pour rappeler le danger qui rôde dans la cuisine. Dans les deux cas, elle refusa d'être oubliée. Ainsi, l'héritage perdure, non seulement dans les archives ou le folklore, mais dans les questions dérangeantes qu'il nous force à affronter. Où tracer la limite entre justice et vengeance? Jusqu'où les êtres humains sont-ils prêts à aller lorsque la loi elle-même devient une arme d'oppression? Et combien d'autres maris ont existé, leurs noms effacés par le temps, leurs actes effacés des registres parce que personne n'osa les préserver? Le silence de Marie dans ces dernières années ne nous laisse aucune réponse, seulement des spéculations. Peut-être dormit-elle en paix, fière de sa vengeance. Peut-être fut-elle hantée jusqu'à son dernier souffle par les cris qui résonnèrent dans les couloirs du domaine cette nuit-là. Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que son histoire refuse de reposer. Elle vit dans les murmures, dans les archives, dans la reconnaissance troublée que l'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs, mais parfois gravée dans le monde par les opprimés. Alors je vous le demande, Marie était-elle une meurtrière de sang-froid, ou bien la seule, dans cette maison, à avoir compris le véritable prix de la justice quand les tribunaux refusaient de la rendre? Auriez-vous pu vous asseoir à cette table, ce soir de Noël, sans sentir l'amertume de la trahison? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si cette histoire vous a fait remettre en question les versions aseptisées de l'histoire que l'on nous enseigne à l'école, appuyez sur « J'aime », partagez-la avec quelqu'un qui doit l'entendre, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car d'autres histoires cachées, conspirations enfouies et récits de vengeance forgés dans l'oppression attendent encore d'être dévoilés.